Merci beaucoup. Merci au GFEV pour l'invitation pour beaucoup de raisons. Un, pour parler de la rémission dans les vascularites associées aux ANCA dans ce qui est le domaine où le GFEV est clairement le leader mondial avec des essais académiques publiés dans de très grandes revues. Deux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essais randomisés, donc le travail il est plus facile que celui de Maxime. Il faut faire un petit peu d'histoire, mais je ne reviendrai pas très très loin. Il faut revenir avant l'année 2010, disons, avant la publication de Rêve, et avant la vie d'un malade avec une vascularite associée aux ANCA. C'était émaillé de beaucoup de rechutes, et une rechute c'était entre embêtant et très embêtant, puisqu'il fallait retraiter avec beaucoup de corticoïdes, du cyclophosphamide, puis des immunosuppresseurs conventionnels, et ça à de multiples reprises. Quand j'avais repris des dossiers, mon record d'endoxan cumulé, c'était 256 grammes, en sachant que les doses maximales tolérées actuellement, c'est plutôt 10, et vraiment, s'il faut insister, c'est 20. Ce qui explique pourquoi le critère de jugement de tous les essais, je pense, ça reste la rechute, car la rechute a marqué tous les leaders d'opinion jusqu'à maintenant. Maintenant, on va revenir sur le traitement d'entretien, où, comme vous allez le voir, là encore, les critères de jugement de tous les essais, c'est les rechutes. Avant l'ère du rituximab, l'équipe de Cochin avait publié son premier essai dans le New England en comparant le méthotrexate et l'azatioprine, c'était l'étude VGENT, avec 126 patients qui montraient qu'il y avait pas de différence entre l'azatioprine et le méthotrexate et que ces deux traitements pouvaient être utilisés de la même façon en entretien après une induction par cyclophosphamide. Et comme vous a montré Maxime, les chiffres que globalement tout le monde connaît sur le nombre de rechutes d'une vascularite associée aux ANCA, là c'était 33-36% à peu près à 3 ans et on arriverait à 50% de rechutes à 5 ans. Alors Xavier, il a pris des patients et il a fait un suivi long terme de VGENT, et alors là c'est un massacre. Vous avez la survie sans rechute des patients avec des ANCA anti-PR3, et vous voyez qu'à 10 ans on est à peu près à 20%. Donc il y a un risque de rechute qui est majeur, avec un risque de réinduction par cyclophosphamide qui est très élevé, et comme je vous l'ai dit en introduction, une morbidité très importante. Alors, avant 2010, il y a quand même beaucoup de docteurs qui ont goûté au rituximab ça avait l'air de marcher. La première publication sur le rituximab en induction d'un malade réfractaire, c'est 2001 dans Arthritis. Et moi, j'avais repris 80 patients entre 2002 et 2011 de façon rétrospective, et il y avait 70 patients qui avaient déjà reçu du rituximab en entretien, avec des schémas variés. 375 mg/m² tous les 6 mois, 500 mg dose totale tous les 6 mois, 1000 mg tous les 6 mois, une perfusion annuelle, et puis autres. Et on avait fait une petite courbe un peu minable sur ce que ça donnait si on faisait du rituximab en entretien contre pas de rituximab en entretien, et ça a l'air de faire mieux quand même. Une étude qui a été beaucoup citée, c'est une étude de Rona Smith dans Arthritis en 2012, qui était une étude rétrospective, là encore sur l'utilisation du rituximab en entretien. Sur la courbe verte, sur la courbe bleue, vous avez le rituximab en entretien, eux, ils faisaient 1 gramme tous les 6 mois avec 12% de patients qui rechutent. La courbe rouge, 73% qui rechutent dans les 2 ans. Et la courbe verte, c'est ceux qui avaient rechuté, que finalement, après cette rechute et le traitement d'induction, on leur fait du rituximab d'entretien. Et là, on retombe sur notre courbe bleue qui rechute pas beaucoup.
Arrive donc le papier de Loïc Guivin de 2014, donc Menrid-100 dit 1, mais en fait c'est Menrid-100 tout court, qui prenait 118 patients atteints de GPA ou de PAM, dont 20% de rechuteurs, qui étaient en rémission après un traitement d'induction 100% par cyclophosphamide, et randomisé entre un traitement conventionnel d'azatioprine 18 mois et du rituximab 500 mg à J1, J14, puis tous les 6 mois, 5 perfusions totales. Pourquoi 500 mg? Réponse, parce que Loïc Guivin, c'est le patron. C'est lui qui a choisi. Bon, voilà. C'est comme ça. Et pourquoi on évalue à 28 mois dans les essais Menrid-100? Eh ben c'est pareil, c'est comme ça. 28 mois, c'est pas 3 ans, c'est pas 2 ans, mais bon, ça a marché. Comme vous voyez, comme ça a été publié dans le New England avec une petite réserve qu'il n'y avait pas d'aveugle, mais c'est tellement puissant les résultats qu'il n'y a pas de doute, fallait que ça soit dans une grande revue. Et vous voyez là, le critère de jugement principal, c'était les rechutes majeures. Et il y en a 5% dans le bras Ritux et 30% dans le bras ASA, ce qui correspond à ce qui était publié précédemment. Pas de signal de tolérance comparable enregistré. L'enregistrement a été fait par la suite et le rituximab à l'AMM en entretien. Je ne reviens pas sur la diapositive de Maxime sur Ritazarem, qui a été publiée beaucoup plus tard, qui est globalement la même étude par Rona Smith sur des malades avec des anti-PR3 rechuteurs en mettant une dose beaucoup plus importante de rituximab contre toujours de l'Imurel. On va dire que c'était un peu, c'était pas le bon moment pour la publier, enfin c'était trop tard. Et les résultats ne sont pas différents avec, comme disait Maxime, un risque infectieux plus important en exposant des malades rechuteurs à beaucoup de Ritux. Alors après, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu... est-ce qu'il faut mettre le même schéma pour tout le monde? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un traitement un petit peu plus personnalisé? Alors on a pris le papier du suivi de Rave dont Maxime a parlé aussi. On a vu que les PR3 ça rechutait plus que les MPO et que dans le bras rituximab il y a peu de rechutes en absence de CD19 et très très peu de rechutes s'il n'y a pas d'ANCA et si les CD19 sont toujours négatifs. Bon. Et avec cette étude de... tiens, pourquoi je l'ai mis là, celle-là? À partir de là, on a construit l'essai Menrid-102, où on prenait des patients en rémission, après un traitement soit par rituximab, soit par cyclophosphamide. Les malades étaient à Paris, enfin, ils étaient stratifiés sur cette caractéristique. Et on les traitait par rituximab selon le schéma Menrid-100, c'est-à-dire J0, J15, M6, M12, M18, ou à la demande, si les CD19 étaient supérieurs à 0, ce qui était quand même un critère assez stringent, ou si les ANCA se repositivaient ou augmentaient de façon significative. C'est un essai qui avait un défaut majeur, c'était un essai de non-infériorité pas assez puissant, donc construit comme un essai de supériorité. Et donc, nous n'avons pas vu de différence entre les deux bras, mais on ne pouvait pas conclure à la non-infériorité du traitement à la demande. Donc, dans le bras à la demande, on observait 17% de rechute tout compris, chez 13 patients contre 8 rechutes chez 8 patients dans le bras systématique avec un petit p à 0,22. Donc pas de différence significative, mais ça ne veut pas dire que les traitements étaient équivalents. On voyait
dans le bras à la demande que les patients recevaient moins de Ritux, le nombre d'infections était identique. Ça, que ce soit à les Français ou à l'international, on n'a pas retenu ce schéma pour deux raisons. C'est que, un, possiblement, s'il y avait plus de malades, la différence aurait pu être significative en faveur du bras systématique. Et deux, pour les personnes parmi vous qui incluent des patients, les modalités de surveillance, c'était l'enfer. Et donc, d'un point de vue pratique et d'un point de vue risque de rechute, ça n'a jamais été recommandé de traiter les gens comme ça. Alors, on a regardé dans cette étude si on pouvait dire quelque chose de l'évolution des ANCA et des CD19. Et donc, on a fait des profils des patients rechuteurs et sans rechuteurs avec les ANCA, les CD19 et les différents profils. Cette diapo, je l'aime bien parce qu'on ne comprend rien. Le seul truc qui est pas inintéressant, c'est que quand même, il y a 4 malades qui ont rechuté avec pas de B circulant et des ANCA négatifs. Ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, les ANCA et ou les CD19, c'est pas un argument diagnostique pour dire c'est une rechute ou c'est pas une rechute. Et ça, il faut quand même un petit peu se méfier dans les différentes communications qu'on vous fait sur les facteurs de risque sur une population, les facteurs de risque de rechute sur une population en fonction de ses paramètres biologiques. Et quand vous avez un malade individuel, je lui fais les ANCA, ils n'ont pas bougé, donc ils ne rechutent pas, c'est pas vrai. Alors j'étais revenu avec cette étude-là, je remets là. La deuxième chose différente dans les deux bras dans MENRID 102, c'est que vous voyez que dans MENRID 100, il y avait le J0, J15, et dans MENRID 102, on a supprimé le J15. Alors est-ce que ça fait quelque chose? Bon, sur le risque de rechute, difficile à dire, puisque vous aviez et le côté à la demande plus la suppression de J15, donc qu'est-ce qui fait qu'il y avait un peu plus de rechute, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les B et sur les ANCA, ça ne change rien. Je reviendrai sur les recommandations actuelles sur le traitement d'entretien. Dans l'analyse poolée des 3 MENRID 100, dont je ne vais pas parler beaucoup, parce que je n'ai pas tout compris, ce que j'ai retenu surtout, c'est que si on suit longtemps les malades de MENRID 102, si on suit plus longtemps les malades de MENRID 102, clairement le bras à la demande rechute plus. Et donc c'est une confirmation de ce qu'on percevait, c'est que ce traitement à la demande conduit à plus de rechute avec le temps. Bon, alors pour citer Benjamin, parce qu'il va être cité quand même souvent dans la matinée, qu'est-ce qui se passe après MENRID 100 quand on a bien traité les patients? Maxime vous l'a montré, il suffit d'attendre, les patients ils se mettent à rechuter, même avec le traitement après le traitement d'entretien, même après rituximab. C'est juste une question de temps, et si on allait jusqu'à 10 ans, peut-être que les courbes se toucheraient. Alors du coup, on a dit, alors on n'a qu'à traiter plus longtemps. C'est pas compliqué. Donc on a fait un essai pas cher, c'est-à-dire qu'on a fait un essai long en utilisant un premier essai. Et ça, c'est quelque chose pour ceux qui veulent faire des études. Il faut réfléchir à ça. Parce que ça permet de faire des études long terme en gardant une population de patients. Donc on a pris nos patients de MENRID 102, on les a, donc ils ont été évalués à M28 comme on a dit, bon pourquoi pas, et on a pris ceux qui étaient toujours en rémission. Donc c'est une population de malades qu'on va qualifier de peu à risque de rechute, théoriquement, parce que ça fait déjà 10 mois qu'ils n'ont pas été traités et ils n'ont pas rechuté.
on a écumé tous les rechuteurs du bras à la demande, et donc on a une population assez peu à risque de rechute. On la randomise entre rituximab, 4 perfusions semestrielles, et du placebo. Ça, c'est un essai simple. Question simple, essai simple, revue mieux. Et bien donc là, 3 rechutes, 0 majeur chez 2 malades dans le groupe Ritux, et 13 malades, on arrive à 25% de rechute, de survie sans rechute, dans le bras placebo, avec un hazard ratio à 7,5. Donc c'est significatif. Traiter plus longtemps, bah, ça fait moins de rechutes. Les 11 rechuteurs, il y a 11 PR3, 3 MPO. La survenue de rechute, c'est à peu près 20 mois après la dernière perfusion de rituximab. Et il y a eu donc 6 rechutes majeures, 3 rénales, dont une laissant des séquelles, et 3 rechutes pulmonaires. Quatre rechuteurs sur 21 étaient anti-MPO dans MENRID 102, et 3 rechuteurs sur 14 étaient anti-MPO. Donc, comme ce que disait Maxime, le fait d'être anti-MPO, c'est très protecteur de la rechute, mais là encore, je reviens, pour un malade donné, dire que je suis sûr qu'il ne rechutera pas, c'est difficile. Alors, dans tous ces essais, en dehors de ritazarem, finalement, le risque infectieux, il est pas tellement différent en fonction de la dose reçue de rituximab. Donc ça, c'est la tolérance de MENRID 103. Si vous mettez sur les infections, et en particulier les plus graves, bah écoutez, c'est mystérieux. Dans le bras rituximab, il y a 2 chocs septiques et une pneumonie. Et dans le placebo, il y a 4 pneumonies et une pneumocystose. Parce que le malade avait reçu du métaux après, enfin bon, bref. Mais il y a des événements graves dans les 2 bras, et on ne voit pas de différence particulière. Les gamma-globulines, donc ça c'est MENRID 103, on part de gamma-globulines à l'inclusion à 7 grammes. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous continuez le traitement d'entretien, ça ne bouge pas tellement. Et quand vous l'arrêtez, bah vous voyez que vous reconstituez gentiment vos gamma-globulines. Alors, la thématique CD19 et ANCA, elle fait travailler du monde. Et donc là, vous avez Menten Cavas, qui a été publié dans ARD cette année. Donc, eux, ils ont randomisé des patients qui étaient en rémission depuis plus de 2 ans. Et ils ont été randomisés entre traitements selon la repopulation B, qui là était moins stringente, c'était 10 B par millimètre cube, ou en fonction du mouvement d'ANCA. Et ils dosaient ces paramètres tous les 3 mois. Donc si on avait une repopulation B, bim, on se prenait 1 gramme de Ritux, et si on avait une rechute sérologique des ANCA, on prenait 2 grammes de Ritux. À 5 ans, il y a, dans le bras CD19, il y a 11,9% de rechute, et dans le bras ANCA, il y a 30% de rechute. Mais vous voyez les différences de dose et d'utilisation de Ritux par malade. C'est-à-dire qu'il y a un malade, dans le bras CD19, on se prend 3,5 g, et dans le bras ANCA, 0,5 g par malade. On retombe un peu, ça ressemble un peu à MENRID 102 finalement, où les gens étaient retraités dans le bras à la demande, ils étaient retraités sur le CD19. S'ils avaient retraité sur les ANCA, on aurait des chiffres comme ça, ils n'auraient quasiment jamais été retraités. Et quand même, cette étude est aussi intéressante parce que les précédentes études dont je vous ai parlé, elles ont été terminées avant le début du Covid. Dont on n'a pas trop parlé encore,
mais là, vous voyez quand même que chez les malades très exposés au Ritux, on a 2 morts du Covid et 6 patients avec un Covid grave, contre un seul dans le bras en cas. Pour les autres, infections, comme nous, on ne voit pas énormément de différence. Mais pour le Covid, les deux morts de cette étude, c'est le Covid. Voilà, ça c'est pas très intéressant. On va revenir sur les recommandations. Donc on reste sur les recommandations de la presse médicale 2020. Il y a le PNDS en cours d'actualisation. Mais sur cette thématique, il n'y a pas trop de mouvement. Donc, sans surprise, on recommande d'utiliser le rituximab selon le schéma MEN-RIT100. Alors, est-ce qu'on va recommander MEN-RIT100 avec le J0, J15, M6, M12, M18? Ce qui est écrit, c'est chez les malades qui ont eu du Ritux en traitement d'attaque, ils auront que le J0, et c'est déjà le cas. Mais ça se base, ça ne sort pas d'études. Hein. C'est une décision unilatérale. Et ceux qui ont eu de l'endoxan, moi je dirais que théoriquement, s'ils sont réellement en rémission, un Ritux suffit. Mais là où les gens peuvent être de mauvaise foi, c'est que le J0, J15, et c'est pour ça que c'était une bonne idée aussi de faire ça dans les serres randomisées, c'est que si le malade, il a encore des petits signes d'activité, mais on ne peut pas le dire qu'il est vraiment en rechute ou actif, quand vous lui faites J0, J15, c'est un petit traitement d'attaque. Et donc vous le mettez en rémission. Bon, ensuite, le traitement d'entretien par immunosuppresseur et donc par rituximab dans les situations suivantes, tous les cas de GPA, la PAM qui a été traitée par immunosuppresseur, et chez les rechuteurs. Bon, en gros, voilà. Donc le J14, j'en ai parlé, et l'entretien par rituximab, là, les recommandations précédentes, on se basait sur MEN-RIT 103 et on faisait 4 ans. Là, ça va être, je dirais, plus adapté aux patients. Alors, il reste des questions sur cette thématique. Alors, est-ce qu'on peut quand même espacer les injections et selon quelle modalité? Est-ce qu'on peut toujours traiter à la demande? Alors, on cherche des biomarqueurs prédictifs de rechute. Il y a un essai en cours avec les CD20, CD5. Il y a un MEN-RIT 102 sauce hollandaise après Ritux contre Ritux endoxan en induction. Combien de temps de traiter? Je n'ai pas vu dans Clinical Trials des essais randomisés sur cette thématique. Master en cas, c'est est-ce qu'il faut poursuivre, est-ce qu'il faut faire un traitement d'entretien chez des malades dont a parlé Maxime avec très faible risque de rechute, donc des patients anti-MPO avec une atteinte sévère d'emblée. La forme sous-cutanée du rituximab, je crois qu'il y a une lettre d'intention qu'elle n'a pas pris. Bon, il y a eu une lettre d'intention, mais difficile parce que le laboratoire ne veut pas soutenir ça. La corticothérapie associée, est-ce que ça réduit le risque de rechute à l'ère du rituximab? Ça la réduisait à l'ère de l'Immurel, mais à l'ère donc il y a l'étude MENEPSAN en France et l'étude TAPIR sur ces thématiques. Et puis après, les Chinois sont sur les flunomides télacicept en entretien dans Clinical Trials. Donc il y a d'autres molécules essayées, je ne suis pas ultra convaincu. Pour résumer, finalement c'est pas dur. Plus on met de rituximab, moins il y a de rechute. Là, c'est ce que m'avait dit le reviewer du New England sur MEN-RIT 103. Il m'a dit bravo mon gars, c'est vraiment débile ton truc. Du coup, bon. Mais c'est vrai. Et on met en balance un risque infectieux avec un risque de mortalité, ce que vous a dit Maxime, avec l'âge, la fragilité, les comorbidités, la forte exposition à la corticothérapie, la pandémie Covid, l'hypogammaglobulinémie, les antécédents infectieux, les vaccinations faites, pas faites, et en balance avec le risque de rechute,
qu'on essaie d'évaluer avec les PR3 versus MPO, les patients qui ont déjà rechuté, les dialysés, les granulomateux, les formes grumbling. Mais finalement, si on revient à ce que je disais au départ, la rechute, éviter la rechute à tout jamais, ce qu'on cherche, bah finalement, c'est peut-être pas un bon combat. Ce que nous disait Divi, par exemple, c'est que aux États-Unis, certains ne font pas de traitement d'entretien. Ils disent bah, l'Oritux, ça marche vachement bien. S'il a des signes d'activité, le malade, je le retraite. Pourquoi pas? Donc, pour conclure, avant le rituximab, le pronostic était vraiment assombri par la toxicité des traitements et la qualité de vie des patients était lourdement impactée par les rechutes parce qu'ils savaient globalement qu'ils allaient presque tous rechuter et se prendre des immunosuppresseurs conventionnels vraiment longtemps. Et avec le rituximab, on est plus sur une maladie chronique où c'est difficile de savoir si les malades ils souhaitent, et c'est là où ça changera peut-être un peu, je pense que les malades ont le droit d'avoir leur mot à dire entre est-ce qu'on veut être tranquille et pas rechuter et recevoir du rituximab tout le temps, et on organise sa vie avec une perfusion semestrielle ou selon d'autres modalités, ou le malade est fragile, a des infections, a eu des infections et on essaye d'éviter au maximum le rituximab. C'est des discussions finalement que après quelques mois de traitement d'entretien, on peut avoir. Voilà, moi je vous remercie.